C'est parti. D'accord. Donc, nous allons présenter notre avancement et les résultats qu'on a pu obtenir pendant le travail de ce mini-projet. Pour la première partie, on va présenter la partie de la géologie et hydrogéologie. Pour le contexte géologique, on a fait une petite recherche en fait sur le contexte géologique de la zone. On a trouvé que le site et la zone de Bordeaux se trouvent dans le bassin sédimentaire de l'Aquitaine et qui fait partie ici du département de la Gironde. Ici, on trouve la carte géologique de la Gironde où on a extrait ici la zone dont on a besoin. On a trouvé que le paysage géologique, en fait, il est caractérisé par une succession d'événements géologiques qui datent du tertiaire des aires géologiques des tertiaires jusqu'au quaternaire et qui sont principalement la formation du socle du calcaire entre les deux mers. Ensuite, on a aussi les dépôts de molasse des Pyrénées, qui sont des ensembles de roches sédimentaires détritiques et qui viennent du post-érosion des reliefs. Aussi, un autre événement important, c'est le dépôt de graves des bords de la Garonne et ensuite aussi le dépôt des alluvions modernes et la formation des dunes. Pour le profil, on a aussi extrait une carte hydrographique de la zone. On a trouvé que la zone elle est caractérisée par plusieurs cours d'eau permanents ainsi que des cours d'eau intermittents. Ensuite, pour le profil, avec le profil des risques d'inondation, on a trouvé que la zone, il y a un fort risque d'inondation à cause des débordements des cours d'eau ainsi que la submersion marine. Et ensuite, la zone, elle présente aussi un aléa allant faible à moyen de retrait et gonflement des argiles. Pour la deuxième partie, on a aussi traité les sondages, le cahier de sondage qu'on avait. On a extrait les données des différents essais. Ici, pour le premier essai des CPT, on a extrait des résultats on a extrait les résultats et on a trouvé que c'était très semblable aux données données dans l'extrait de l'analyse. Et par exemple, pour la couche de remblai, on a trouvé un QC de 3,5 pour un ratio de frottement de 2%. Pour les argiles, c'était un QC de 0,6 pour un ratio de frottement de 6%. Et pour les sables, c'était un 5,5 QC pour un 1% de ratio de frottement. On a aussi essayé de vérifier et justifier les différentes natures de couches de sol par la classification des sols de Robertson qui utilise ces deux paramètres-là pour identifier le sol. On vérifie bien, par exemple, pour la couche d'argile, ici, pour une valeur de 0,6 et un RF de 6%, on retrouve bien la zone de clay qui est en argile ici. Ensuite, pour le résultat de l'essai de 6 mètres, on a trouvé une valeur de cohésion non drainée aux alentours d'une vingtaine de kPa. Et pour les deux essais. On a ensuite classifié ces argiles-là à partir de la classification de la consistance. Ici, on a trouvé que c'est une argile allant molle, moyennement consistante, et qui est sensible et qui est entre une argile sensible et argile très sensible. On a aussi exploité les paramètres de l'essai qu'on avait, par exemple la vitesse d'avancement, qui a pu nous renseigner sur les différentes natures du couche du sol ainsi que les hétérogénéités qu'on peut rencontrer. Par exemple, ici, pour la couche d'argile bazarde à une profondeur de 4,5 mètres, on a obtenu une sensibilité de 32,6 qui était une valeur très aberrante par rapport aux autres valeurs et qui correspondait à une vitesse d'avancement maximale lors du forage. On a pu alors stipuler que peut-être il y avait des cailloux, bien des roches un peu, disons, résistantes et qui présentent une hétérogénéité au niveau de la couche. Pour les essais carottés, on a essayé de restituer en fait le profil des couches avec la teneur en eau et on a remarqué qu'on a retrouvé la valeur de la teneur en eau maximale qui se trouve dans la couche d'argile qui varie de 50% à 65% à peu près.
Enfin, pour cette première partie, on a extrait les données dans le rapport des qualités des eaux. On a constaté que pour les deux piézomètres insérés à 3 mètres et à 24 mètres, descendus, la première dans la couche de remblai et d'argile et l'autre dans la couche au niveau de la deuxième nappe aquifère, on a observé une très grande concentration des polluants. Pour la première catégorie, on a trouvé une concentration supérieure à la limite de potabilité indiquée pour le métal d'arsenic, les composés aromatiques volatiles tels que le benzène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi qu'une concentration supérieure à la limite pour les eaux brutes, pour la somme des hydrocarbures aromatiques et les hydrocarbures totales et les phénols. Et ceci, on a retrouvé le même résultat pour le deuxième piézomètre inséré à une profondeur de 24 mètres, sauf que c'était pour des concentrations plus importantes. En fait, on n'a pas encore abordé la partie pour le traitement des eaux et qui nous permettra de limiter la pollution lors de ces essais. On l'abordera on essaiera de la terminer pour la prochaine fois. Je laisse maintenant la parole à Pedro pour présenter la partie du tassement et de poinçonnement. Bon, pour la partie des stabilités au poinçonnement et les tassements de ferré, on avait comme des objectifs vérifier la capacité portant du sol pour supporter le poids propre de la plateforme et la charge d'exploitation. Aussi de limiter les tassements de ferré après le début de phase d'exploitation au maximum de 5 cm, respecter un délai de 8 mois, parce que nous avons choisi de ne pas tenir compte les 2 mois de construction de l'ouvrage métallique pour une question de sécurité et aussi pour incertitude pendant cette phase-là. Des hypothèses de calcul qu'on a fait, c'était tout d'abord on a vérifié que comme Carter a présenté, la couche critique c'est celle des alluvions argilo-vasardes qui présente un indice de plasticité de l'ordre de 30%, alors c'est un argile plastique, et aussi un indice de consistance de l'ordre de 40%, alors un argile très molle. Donc on a décidé de limiter les analyses de résistance et de déformation à cette couche. Pour la géométrie du problème, on a constaté que la largeur de remblai est beaucoup plus grande que l'épaisseur de la couche d'argile. Alors, on a décidé de travailler avec une analyse unidimensionnelle en prenant la section critique de la fin de la plateforme où la hauteur de remblai est de 6,7 mètres. Pour les paramètres du sol, on a décidé de travailler avec les sondages SC1 et les CO600 SS1 parce qu'ils sont à quelques dizaines de mètres plus près de la section critique que les autres. Et pour les paramètres du remblai de la plateforme, on n'avait pas ces informations, mais on a vu dans le rapport qu'il serait construit à partir d'un gravier disponible près du site et on a alors pris un poids volumique de 18 kN par mètre cube. Des hypothèses pour la capacité portante, parce que c'est un sol argileux saturé, on a décidé de travailler avec la condition non drainée en prenant l'approche théorique parce qu'on avait les CU mesurés. Et quand on a les CU mesurés, c'est mieux de travailler avec cette valeur que les valeurs obtenues par corrélation des méthodes empiriques. On a utilisé un coefficient de sécurité de 1,5 parce qu'il s'agit d'un remblai. Donc, on a un peu plus de flexibilité pour les déformations que d'autres types d'ouvrages. Pour les tassements, on a travaillé avec la méthode eudométrique parce qu'on avait toutes ces informations pour bien utiliser la formule. Les résultats initiaux, on a vu que la capacité portante était insuffisante. Alors, on avait la nécessité de diviser en différentes phases la construction de remblai. Ça parce qu'on peut augmenter les CU avec la tension effective d'à peu près 20%. Et donc, on pouvait atteindre une grande capacité portante avec la consolidation de la couche argileuse. Aussi, pour les tassements en 8 mois, on a vu que c'était insuffisant pour respecter les 5 cm. Donc, on avait besoin de drainage. Pour le dimensionnement du drainage, on a décidé de travailler avec 2 phases. Pour la première phase, on a décidé de construire un massif trapézoïdal dont la hauteur provoque une surcharge égale à la capacité portante actuelle du sol. Donc, on remblait de 4,6 mètres. Et pour la deuxième phase, la construction du reste du remblai.
comme des objectifs pour trouver les bons dimensionnements de drainage, on avait celui de trouver les temps entre les deux phases et aussi un système de drainage qui garantisse à la fois la capacité portante et le tassement différé. Aussi, on a mis comme des objectifs de ne pas surconcevoir les systèmes de drainage pour une question économique. Donc, on a trouvé, après nos calculs, qu'on pouvait utiliser un diamètre de 10 cm avec un diamètre de la zone d'influence de 8 mètres. Parce qu'on a un CR très élevé et la couche argileuse, il s'agit d'une couche fine. Mais bon, pour ce que j'ai pu comprendre des autres présentations, peut-être qu'il faut revoir le CR qui est très élevé. Bon, on va faire ça. Pour les phasages, on a vu que 4 mois pour la première phase et 4 mois pour la deuxième phase, c'était l'optimal. On a obtenu une capacité portante suffisante et un tassement différé de 4,7 cm après le début de la phase d'exploitation, c'est que si respectait la contrainte. J'ai mis comme rappel que la nappe phréatique est polluée et on a nécessité d'une gestion appropriée des eaux après les drainages. Alors je laisse la parole à Pablo pour présenter les stabilités au grand glissement. Et alors, je vais vous présenter le calcul de la stabilité au grand glissement qu'on a effectué en utilisant le logiciel Plaxis. Donc, quelques hypothèses sur la création des modèles. Nous avons fait des modèles, une section longitudinale et une section transversale. Et dans les deux cas, il était nécessaire d'utiliser quelques relations empiriques pour obtenir quelques valeurs de la résistance du sol, plutôt pour obtenir l'angle de frottement. Et pour les autres valeurs, on a retenu celles dans les rapports géotechniques qu'on avait déjà vérifiés avec les essais. Et après, on a simplifié le sol en 5 couches, mais ça a été déjà présenté par les autres groupes. Donc, ici, on a le profil longitudinal et on a le remblai de la construction, le remblai préexistant, après une couche d'argile, une couche de sable. Et pour le modèle, j'ai mis 2 couches de calcaire, une enterrée et une intacte, mais les caractéristiques sont assez similaires. Et pour ce profil, on obtient un facteur de sécurité de 1,8, qui c'est déjà bien. Et on peut considérer que la section avec les efforts les plus grands sera la section finale, donc c'est là où on a fait la section transversale. Et ici, on obtient un facteur de sécurité de 1,2. C'est un facteur insuffisant, donc il faudra utiliser peut-être une solution pour améliorer la stabilité. Mais je vais vérifier que j'ai les bonnes caractéristiques du sol parce que j'avoue que les autres groupes ont obtenu des valeurs supérieures. Et je laisse la parole à Sébastien. Oui, un moment, s'il vous plaît. Ouais. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter maintenant comment on a fait le calcul de pieux pour la fondation de l'ouvrage d'art métallique. Premièrement, on a déterminé les paramètres nécessaires du terrain pour faire cette fondation. Et on a parti pour des pieux qui soient fondés sur le stratum mécanique qui sont les roches, qui sont les calcaires compacts. Donc, on a estimé une